Comment a-t-il été possible d'infiltrer à ce point le monde entier et de le piéger comme dans un filet? Mayer Amschel Rothschild. Donnez-moi le contrôle de l'argent d'une nation et je me moque de savoir qui en fait les lois. En effet, une dette plus élevée générait toujours plus d'intérêts et la dette publique augmentait de manière exponentielle, principalement à cause des guerres. C'est ainsi qu'est né un modèle économique diabolique. Les banksters ont délibérément déclenché des guerres dans lesquelles généralement ils ont soutenu financièrement les deux camps ennemis. Il est intéressant de noter que toutes ces guerres ont été menées principalement contre les pays qui s'étaient opposés à l'introduction de banques centrales privées et avaient mis en place à la place un système bancaire public sans taux d'intérêt. Actuellement, il ne reste que 3 pays dont la banque centrale n'est pas sous le contrôle des Rothschild. La Corée du Nord, Cuba et l'Iran. On peut donc supposer que la récente attaque contre l'Iran doit également être attribuée à ce fléau de l'humanité. Il est donc à craindre que ce ne soit que le prélude à une opération américaine massive, officielle ou non, contre l'Iran. L'humanité tout entière se trouve plongée dans une guerre hybride sans merci. Celle-ci ne fait pas seulement rage sous la forme de conflits militaires sans fin, mais dans presque tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse de pandémies générées artificiellement, de vaccinations par injection génique, de numérisation forcée, des dangers liés à l'introduction de l'IA, de manipulation du climat, de destruction ciblée de l'économie ou de menaces de suppression de l'argent liquide et de l'introduction de monnaies numériques de banques centrales. Sous le hashtag Pieuvre, CLA-TV montre dans de nombreuses émissions que derrière tous ces crimes se cachent les mêmes tireurs de ficelles. Ceux-ci ont créé un réseau d'organisations internationales qui leur permet d'orienter et de contrôler tous les développements sur la Terre selon leurs intérêts. Pour ce faire, ils ont créé des groupes de réflexion extrêmement puissants et actifs au niveau international, ainsi que des associations élitistes comme, par exemple, le Council on Foreign Relations, le CRF, le groupe Bilderberg ou le Forum économique mondial, le FEM. Grâce à ces centres névralgiques influents, ils ont infiltré la politique, les médias et la société dans son ensemble. Le programme Young Global Leaders, avec lequel le FEM forme depuis 1992 la future élite dirigeante mondiale, en est un exemple. La classe de 1993 comprend par exemple des noms aussi connus que Tony Blair, Angela Merkel et Bill Gates. Les participants proviennent de tous les domaines de la vie sociale et les Young Global Leaders comptent désormais plus de 1400 membres de 120 pays, ce qui montre à quel point l'infiltration est planifiée et mondiale. Mais la question qui se pose maintenant est la suivante. Comment a-t-il été possible d'infiltrer le monde entier à ce point et de le piéger comme dans un filet? Comme il faut beaucoup d'argent pour créer et entretenir toutes ces organisations, il convient d'examiner, selon le principe «suivez la piste de l'argent», comment cette élite financière est parvenue à sa richesse, ou plutôt sur quoi repose sa richesse. Stephen Mitford Goodson, l'ancien directeur de la Banque centrale sud-africaine et donc un spécialiste du système financier, est tombé sur une piste très intéressante à ce sujet lors de ses recherches minutieuses sur la naissance et l'histoire des banques centrales. Il en est arrivé à la conclusion que non seulement à notre époque, mais depuis des siècles déjà, des banquiers privés mènent une guerre sans merci contre l'humanité, guerre qui a déjà coûté la vie à des millions de personnes. En conséquence, Goodson est devenu un farouche opposant du système mondial des banques centrales. Il a publié ses découvertes dans des livres et a été l'un des fondateurs du parti Ubuntu. Leur objectif était de fermer la Banque centrale d'Afrique du Sud, la South African Reserve Bank, et de la remplacer par une banque populaire qui accorderait des prêts sans intérêt. Il est mort de manière totalement inattendue dans un hôpital alors qu'il avait déclaré la nuit précédant sa mort qu'il allait être empoisonné. Pour les explications qui suivent, CLA-TV s'appuie sur les découvertes majeures de Stephen Goodson tirées de son livre « Histoire des banques centrales » et les complète par des recherches approfondies. Il s'agit de répondre à la question posée précédemment, à savoir comment il a été possible d'infiltrer à ce point le monde entier et de le piéger comme dans un filet. On pourrait aussi appeler cela la lutte des banksters contre l'humanité. Dans la première phase de la guerre des banquiers contre l'humanité, l'Angleterre était leur principale cible. L'usure, c'est-à-dire la perception d'intérêt sur l'argent emprunté, y était interdite depuis l'année 787.
Pour renverser cette loi, ils ont financé la campagne de Guillaume le Conquérant, qui a conquis l'Angleterre en 1066 et s'est assis sur le trône d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier. Les banquiers ont ainsi été à nouveau autorisés à pratiquer l'usure sous la protection du roi, ce qui a eu des conséquences catastrophiques pour le peuple anglais. Le célèbre économiste William Cunningham a comparé l'activité de ces banquiers privés en Angleterre à une éponge qui absorbait toutes les richesses du pays et entravait tout développement économique. Ainsi, en imposant des taux d'intérêt extrêmement élevés sur l'argent emprunté, un quart du pays est devenu la propriété des usuriers en seulement 2 générations. En 1215, les nobles d'Angleterre se rebellèrent contre les banquiers, ce qui conduisit à leur expulsion. Dès lors, l'Angleterre connut une période de croissance et de prospérité sans précédent. Lorsque les banquiers sont revenus dans le pays au XVIIe siècle, cet âge d'or a connu une fin tragique. Ils ont habilement utilisé les tensions religieuses dans le pays à leur avantage et ont attisé une guerre civile. L'armée du vainqueur Oliver Cromwell a été équipée, formée et financée par les banquiers. De ce fait, sous son règne, les usuriers ont fait le retour à grande échelle. Mais les banksters n'en étaient pas encore satisfaits. Ils ont également financé la campagne militaire de Guillaume d'Orange, qui s'est ainsi assis sur le trône d'Angleterre en 1689 sous le nom de Guillaume III. En échange de leur soutien, ce dernier a cédé à un consortium de banquiers privés le privilège royal d'émettre la monnaie de l'Angleterre. C'est ainsi qu'en 1694, la Banque d'Angleterre fut créée dans le but officiel de prêter au roi des sommes d'argent illimitées pour sa guerre contre la France. Pour ce faire, les banquiers ont obtenu le droit d'émettre des billets de banque sans couverture. Ça signifie qu'ils étaient autorisés à créer de l'argent sans aucune contrepartie, pour ainsi dire, à partir de rien, pour le mettre à la disposition du roi moyennant le paiement d'intérêts et d'intérêts composés. Pour pouvoir payer les intérêts, la population a été mise à contribution par l'introduction massive de nouveaux droits de douane, impôts et taxes. L'Angleterre s'est ainsi retrouvée de plus en plus sous l'emprise de la dette des banksters, qui ont dès lors également dicté la politique de l'Angleterre. En 1694, année de la création de la Banque d'Angleterre, la City of London a également obtenu le statut d'État souverain. La City est un quartier particulier au centre de Londres, où se trouve aujourd'hui entre autres la Banque d'Angleterre, la Bourse de Londres, Lloyd's of London, la plus grande bourse internationale des assurances, toutes les banques britanniques, les succursales de 385 banques étrangères et de 70 banques américaines. C'est la plus grande place financière du monde et selon l'économiste Wolfgang Berger, elle constitue le pivot du système financier mondial. C'est à partir de là que sont contrôlées directement ou indirectement la Banque des règlements internationaux, BRI, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, et toutes les banques centrales du monde, c'est-à-dire l'ensemble du secteur financier. De par son statut d'État souverain, la City est un territoire extraterritorial et ne fait donc pas partie de la Grande-Bretagne. Même le roi d'Angleterre doit s'annoncer comme pour une visite d'État s'il veut entrer dans la City of London. En 1946, la Banque d'Angleterre a certes été nationalisée et donc placée sous le contrôle de l'État, mais selon Stephen Goodson, c'est uniquement à des fins de propagande. Comme certains aspects de ses activités sont protégés par la Charte royale et ne sont donc pas soumis à un contrôle public, il s'agit toujours d'une banque centrale sous contrôle privé. Implication des francs-maçons. Pour comprendre le contexte plus large derrière cet incroyable développement, les révélations du célèbre analyste politique et historien Dean Henderson sont extrêmement précieuses. Selon Henderson, dès le début du XVIe siècle, la famille Rothschild et la famille royale de Hollande, la Maison d'Orange, s'étaient associées pour créer en 1609 la toute première banque centrale privée au monde. La création de la Banque d'Angleterre en 1694 aurait également été une manœuvre de William III en association avec les Rothschild. Par conséquent, les Rothschild étaient également à l'origine de la campagne anglaise de Guillaume d'Orange et déterminent la politique monétaire de la Banque d'Angleterre depuis 1815 au moins. Mais cela va encore plus loin. Selon Henderson, Guillaume III a été placé sur le trône d'Angleterre par l'ordre maçonnique de la Fraternité d'Orange. En effet, Guillaume III et les Rothschild étaient tous deux francs-maçons.
À cela s'ajoute le fait que la maison royale néerlandaise, Orange-Nassau, et les familles royales britanniques régnant après Guillaume III, les Guelph et les Windsor, étaient également profondément imprégnées de la franc-maçonnerie de haut grade. Ces familles ont donc joué un rôle décisif dans l'élaboration et la promotion du sinistre programme de la franc-maçonnerie de haut grade. Ainsi, la création de la Banque d'Angleterre et de la City of London était également un coup des francs-maçons de haut grade. Il n'est donc pas surprenant que la City of London soit le siège de la franc-maçonnerie mondiale. Les banksters francs-maçons de haut grade, en particulier les Rothschild, ont ainsi créé leur propre État dans l'État, dans lequel ils sont les seuls à pouvoir agir selon leurs propres lois. Aucun gouvernement ne peut contrôler leurs activités et aucun tribunal ne peut les poursuivre. D'après ses propres citations, on peut déduire qu'à partir de 1815 au plus tard, les Rothschild ont probablement régné sur la Banque d'Angleterre, la City of London et sur toute l'Angleterre. Mayer Amschel Rothschild, 1744-1812. Donnez-moi le contrôle de l'argent d'une nation et je me moque de savoir qui en fait les lois. Gutle Rothschild, épouse de Mayer Amschel Rothschild, 1753-1849. Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. Voici ce qu'on peut lire sur la base des publications de Stephen Goodson. Comment les Rothschild, en association avec les francs-maçons de haut grade, ont-ils pu prendre le contrôle de l'ensemble du système financier mondial et donc du monde entier? Premièrement, la Grande-Bretagne, un outil de guerre pour les banksters. En ayant le droit de créer de l'argent à partir de rien par le biais de la Banque d'Angleterre et de le prêter à intérêt composé, les banksters avaient mis en place un système permettant de saigner financièrement le peuple d'Angleterre. En effet, une dette plus élevée générait toujours plus d'intérêts et la dette publique augmentait de manière exponentielle, principalement à cause des guerres. C'est ainsi qu'est né un modèle économique diabolique. Les banksters ont délibérément déclenché des guerres dans lesquelles, généralement, ils ont soutenu financièrement les deux camps ennemis. Comme les Rothschild en particulier ont dominé non seulement le système financier, mais aussi très vite l'industrie de l'armement, ils y gagnaient 3 fois plus. Ils ont profité de la vente des armes, des crédits pour l'achat d'armes et des crédits pour la reconstruction après les guerres. En même temps, ils se sont emparés de toutes les ressources précieuses du pays attaqué. En résumé, les Rothschild, associés à d'autres grandes familles de banquiers, sont devenus des ennemis de l'humanité, apportant une souffrance, une misère et une mort incommensurables dans le monde. Voici un aperçu des guerres documentées par Stephen Goodson, dont ces banksters sont en grande partie responsables. Les morts. Guerre de succession d'Espagne, 900 000. Guerre d'indépendance américaine, 20 000. Guerre napoléonienne, 3,5 millions à 6 millions. Seconde guerre des Boers, Afrique du Sud, 75 000. Première guerre mondiale, 20 millions. Révolution russe, 10 à 12 millions. Seconde guerre mondiale, 40 à 84 millions. Il est intéressant de noter que toutes ces guerres ont été menées principalement contre les pays qui s'opposaient à l'introduction de banques centrales privées et qui, à la place, avaient mis en place un système bancaire public sans intérêt. Comme cela se traduisait régulièrement par un essor économique du pays concerné, ces pays représentaient la plus grande menace pour les Rothschild et leurs acolytes. Ils ont donc utilisé toute leur puissance pour détruire les souverains respectifs et leur pays. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à mettre littéralement à feu et à sang de grandes parties du monde. De la même manière, toutes les personnalités de premier plan qui se sont engagées en faveur d'un système bancaire d'État sans intérêt ont été assassinées. Parmi eux figurent les présidents américains Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Warren Harding et John F. Kennedy. Au vu du contexte décrit, il est clair que la mafia financière maçonnique de haut grade a construit son système financier privé sur des rivières de sang. Au début du XXe siècle, ils avaient ainsi créé 18 banques centrales et pris ainsi le contrôle de leurs pays respectifs. Deuxièmement, les États-Unis, outil des banksters pour asservir les peuples.
Avec l'émergence des États-Unis d'Amérique en tant que superpuissance et la chute de l'Empire britannique, les États-Unis ont progressivement remplacé la Grande-Bretagne en tant que machine de guerre mondiale de la mafia financière maçonnique de haut grade. Cela s'explique principalement par la création de la Banque centrale américaine, la Federal Reserve Bank of the United States, en 1913. La création de la Fed a été élaborée lors d'une réunion secrète sur Jekyll Island par des représentants des familles Rockefeller, Morgan et Warburg. Selon Goodson, les principaux actionnaires de cette banque centrale sont les familles de banquiers suivantes et leurs banques privées: Rothschild, Lehman, Lazard, Kuhn, Loeb, Israel Moses, Goldman Sachs, Morgan. Les Rockefeller ainsi que les banquiers Jacob Schiff et James Tillman détiendraient également des parts de la Fed. Cela montre clairement que la Banque centrale des États-Unis n'est pas contrôlée par l'État, mais par ses banquiers. Le président américain Woodrow Wilson, qui avait signé le Federal Reserve Act pour créer la Fed, a déclaré plus tard plein de remords: Je suis un homme profondément malheureux. J'ai involontairement ruiné mon pays. Une grande nation travailleuse est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré et donc entre les mains de quelques hommes. Nous sommes devenus l'un des gouvernements les plus mauvais, les plus contrôlés et les plus dominés de l'histoire moderne. Non plus un gouvernement de libre opinion, non plus un gouvernement de conviction et élu par la majorité, mais un gouvernement dominé par l'opinion et la coercition de quelques hommes. Mais ce n'est pas encore le contexte le plus profond. Entre la guerre civile américaine et le début de la Première Guerre mondiale, les principaux représentants de l'Empire britannique des Rothschild aux États-Unis étaient JP Morgan, ainsi qu'Abraham Kuhn, Solomon Loeb, Jacob Schiff et les Warburg. Les Rockefeller doivent aussi leur ascension aux Rothschild, qui constituent la force déterminante et motrice agissant en coulisses. Ceci est également confirmé par le colonel Elisha Garrison, un ami des présidents américains Wilson et Franklin D. Roosevelt, confirme. Il a écrit « Paul Warburg est l'homme qui a imaginé la loi sur la réserve fédérale. Mais l'espoir dirigeant des deux projets était le baron Alfred Rothschild à Londres. » En raison de ce lien, il n'est pas étonnant que la maison Rothschild soit actuellement l'actionnaire principal de la Fed, avec environ 58% selon Stephen Goodson. Il est également extrêmement révélateur concernant la fondation de la Fed que toutes les figures clés telles que Rothschild, Rockefeller, Loeb, Warburg et JP Morgan soient membres de la très influente Freemasonic Pilgrims Society. Selon l'auteur et historien Charles Savoy, cette société maçonnique a créé la structure financière du monde et serait l'association la plus puissante jamais connue. Ainsi, la Fed peut également être considérée comme un centre de la franc-maçonnerie mondiale de haut grade. De ce fait, depuis la création de la Fed, non seulement le monopole monétaire et la gestion des finances américaines, mais aussi la politique américaine ne sont plus entre les mains de l'État, mais entre celles des Rothschild et de leurs acolytes. Comme le montre le contexte ci-dessous, ils ont abusé de ce pouvoir de la même manière qu'ils l'avaient déjà fait avec la Grande-Bretagne. Ils ont fait la guerre au peuple de la terre. Leur objectif clair était à nouveau d'installer des banques centrales contrôlées par le secteur privé dans le monde entier et de mettre ainsi en place un système financier mondial. Son développement a pris son essor après la fin de la Première Guerre mondiale. Lors d'une conférence qui s'est tenue à Gênes en 1922 et à laquelle ont participé les chefs de 34 États et de nombreux banquiers, il a été décidé de créer une banque centrale dans tous les pays qui n'en avaient pas encore. Sans surprise, l'empire financier contrôlé par les Rothschild comprend également des participations majoritaires ou le contrôle de presque toutes les banques centrales du monde. Bien que la grande majorité d'entre elles ait été nationalisée depuis, cela n'a rien changé à l'influence déterminante des Rothschild. Comme pour la Banque d'Angleterre, elles possèdent toute une minorité de blocage ou sont protégées en conséquence par les lois nationales respectives. Actuellement, il n'existe plus que 3 pays dont la banque centrale n'est pas sous le contrôle des Rothschild: la Corée du Nord, Cuba et l'Iran. En 2000, il y avait encore aussi l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye et la Syrie.
Les gouvernements de ces pays ont été renversés soit par la guerre, soit à la suite du printemps arabe orchestré par les États-Unis. Ce n'est probablement pas un hasard si on considère que depuis la création de la Fed, non seulement le monopole monétaire, mais aussi la politique américaine sont dominés par les banksters. Après tout, les présidents américains qui en sont responsables font également partie du réseau maçonnique de haut grade de la mafia financière. George W. Bush est membre de l'organisation culte secrète Skull and Bones, fondée à l'instigation de Lord Rothschild, tandis que Barack Obama est franc-maçon de haut grade et membre de la puissante superloge Maat. Voici une liste des guerres qui ont renversé les gouvernements de ces pays. Les morts. Guerre d'Afghanistan, plus de 800 000. Guerre d'Irak, 500 000. Guerre de Syrie, 500 000. Guerre de Libye, de 10 000 à 40 000. Il est intéressant de noter dans ce contexte que l'actuel président américain Donald Trump doit sa survie financière à une intervention des Rothschild. Comme il est de coutume dans les accords avec les Rothschild, il paye probablement maintenant sa dette en utilisant le pouvoir de sa fonction présidentielle pour servir leur volonté. On peut donc supposer que la récente attaque contre l'Iran doit également être attribuée à ce fléau de l'humanité. Il est donc à craindre que ce ne soit que le prélude à une opération américaine massive, officielle ou non, contre l'Iran. Les deux sous-points précédents ont expliqué comment les francs-maçons de haut grade, en particulier les Rothschild, ont pris le contrôle de l'ensemble du système financier mondial en faisant la guerre. Ainsi, la guerre est le moyen de prédilection de la mafia financière. C'est pourquoi il convient ici de rappeler une fois encore les propos de Gunther Rothschild, la mère de Salomon, Nathan, Karl et James Mayer Rothschild, qui a déclaré « Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas ». Comme les Rothschild, associés aux autres familles de banksters, contrôlent désormais le système financier de presque tous les pays du monde, ils ont aussi indirectement la main sur tous les gouvernements. C'est pourquoi depuis 1815, la grande majorité des guerres et des conflits militaires dans le monde doivent également être attribués à ce cartel criminel. Sans leur accord ou leur financement, toutes ces guerres n'auraient pas pu être menées. Qu'il s'agisse de la terrible guerre du Vietnam, de la guerre de Corée ou actuellement de la guerre civile au Soudan, au Yémen, de la guerre en Ukraine ou de la guerre de Gaza, au cours de laquelle un peuple entier est bombardé avec la force militaire la plus brutale. Il est significatif que le gouvernement américain et l'OTAN ont été ou sont encore directement ou indirectement impliqués dans toutes ces guerres. Les deux sont des centres de contrôle qui sont fermement entre les mains de la mafia financière maçonnique de haut grade. Si au début des guerres des Rothschild, il s'agissait encore de piller les peuples et de les soumettre à leur système de banque centrale, il s'agit désormais de bien plus que cela. C'est ce qu'a montré CLA-TV, par exemple, dans l'émission intitulée « Ukraine, des crimes stratégiques mondiaux se cachent derrière la guerre ». Mais cet aspect sera traité plus en profondeur dans la deuxième partie de l'émission « Banque centrale ». Conclusion. Il y a vraiment des rivières de sang sur les mains de cette secte maçonnique de haut grade, sans qu'elle n'ait jamais eu à rendre des comptes. Ils parviennent sans cesse, et même encore aujourd'hui, à ce que les gens partent en guerre et s'entretuent, se mutilent et s'assassinent. Ils n'y sont parvenus que parce que, jusqu'à présent, ils ont toujours pu agir dans l'ombre et qu'ils n'ont pas encore été démasqués comme les grands ennemis de l'humanité. Mais cette époque est désormais révolue. L'humanité entière a le droit de savoir qui sont les véritables responsables de toutes ces terribles guerres. Ce ne sont pas les Russes ou les Ukrainiens, ce ne sont pas les Américains, les Israéliens, les Chinois ou les Palestiniens. Non, ce sont ceux qui ont créé et qui dominent notre système monétaire et financier. C'est pourquoi il ne suffit pas de demander des comptes à certaines personnes, car ça n'élimine pas la racine du mal. Le système des intérêts composés, dans lequel l'argent est créé à partir de rien et prêté contre intérêt, est la véritable raison de toute cette souffrance. C'est pourquoi le monde entier a besoin d'un nouveau système financier équitable, dans lequel la création monétaire est à nouveau entièrement entre les mains d'États souverains et où les banques populaires accordent à nouveau leur crédit sans intérêt. Aidez-nous donc et diffusez cette émission sur tous les canaux.
L'humanité doit être informée de ces liens et surtout, les plans ultérieurs de cette secte diabolique doivent être empêchés. Pour en savoir plus, voir la deuxième partie de la conspiration des Rothschild. Remarque importante. CLA TV attire expressément l'attention sur le fait que l'évocation des personnes, du contexte et des ramifications mentionnées dans cette émission n'a pas pour but d'inciter le téléspectateur à porter un jugement antisémite. Même si les personnes et les groupes d'intérêt mentionnés dans cette émission se font passer pour des juifs, chaque téléspectateur devrait garder à l'esprit que la violence, quel que soit le camp qui la commet, ne doit en principe pas donner lieu à des jugements racistes. En effet, un examen plus approfondi permet souvent de constater ce qui suit. Les personnes qui se retrouvent sous les feux de l'actualité grâce au journalisme d'investigation détournent l'intention de leurs actes de violence en utilisant ensuite leur groupe religieux ou leur nation comme bouc émissaire ou bouclier. Ainsi, la haine et la violence consécutives sont délibérément dirigées de manière abusive vers la communauté religieuse ou la nation. Le fait que, dans de nombreux cas, on n'a pas du tout affaire à de véritables juifs ou à des véritables adeptes d'autres religions, mais à une idéologie luciférienne, est expliqué en détail dans les émissions Wie der Rassismus und Verschwörung et Das Geheimnisse der Obelisken. Ce documentaire confirme précisément aussi ces liens. In dir und in mir fließt das gleiche Blut. Als Söhne und Väter stehen wir hier. Friede und Freiheit als aller Gut. Ja, dafür leben wir. Nicht Herkunft, nicht Rasse, nicht Religion. Ist es, was unsere Herzen trennt. Freiheit und Friede ist die Vision für eine lebenswerte Welt. Nun wollt ihr uns hier zwingen, einander grausam umzubringen, wo wir doch in Wahrheit alle Brüder sind. Wir sagen nicht in unserem Namen, wir ziehen nicht in euren Krieg. Wir werden keine Waffe tragen, denn sie führen nie zum Sieg. Wir sagen nicht in unserem Namen, wir ziehen nicht in euren Krieg. Wir werden keine Waffe tragen, denn sie führen nie zum Sieg. Wie lange soll das denn noch weitergehen? Kriegstreiberei, Macht und Gier. Hört mir die Opfer zum Himmel flehen. Wer stoppt diesen Wahnsinn, wenn nicht wir? Wer Angst, Hass und Wut in den Menschen schürt, ist Kriegstreiber und ein Menschenfeind. Er ist es, der alles ins Verderben führt und jede Menschlichkeit verneint. Wir sagen nicht in unserem Namen, wir ziehen nicht in euren Krieg. Wir werden keine Waffe tragen, denn sie führen nie zum Sieg. Wir sagen nicht in unserem Namen, wir ziehen nicht in euren Krieg. Wir werden keine Waffe tragen, denn sie führen nie zum Sieg. Wir holen den Kindern ihre Väter, schämt euch, ihr seid die Verräter, ihr Unschuldige zur Strafe für uns als moralisch richtig. Die Nation stimmt mit ein, keiner wird euch Macht verleihen. Das Blut, das an euren Händen klebt, wird euch verfolgen, solange ihr lebt. Wir sagen nicht in unserem Namen, wir ziehen nicht in euren Krieg. Wir werden keine Waffe tragen, denn sie führen nie zum Sieg. Wir sagen nicht in unserem Namen, es braucht uns nicht für eure Wut. Geschürter Hass ist wie ein Samen, wir sind nicht eure Teufelsbrut. Wir sagen nicht in unserem Namen, es
braucht uns nicht für eure Gier. Ihr werdet selbst den Schaden haben, denn mal seid ihr